je m'appelle Benjamin Anzel, j'ai 27 ans. Je me suis installé donc à la ferme de Barouillé, donc à Saint-André-de-Cubzac, en janvier 2021, où j'ai dû créer l'exploitation de A à Z, c'est-à-dire que moi j'ai acquéri donc une propriété agricole, qui n'était pas prête à accueillir un maraîcher directement. Sur la ferme, donc, on produit une quarantaine ou une cinquantaine même de productions en bio. Toutes ces productions sont de saison et on produit 4,5 hectares de légumes en plein champ et 2500 m² de serre sous abri froid. Donc une fois avoir obtenu mon bac scientifique au lycée agricole de Fondette, donc en Touraine, j'ai par la suite fait un BTS dans les biotechnologies qui m'a en fait donné l'opportunité, vu que c'était un BTS agricole, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir m'installer en tant qu'agriculteur. À cette époque-là, j'étais pas du tout au courant que j'allais m'installer en tant qu'agriculteur, puisque après ce BTS, j'ai fait une licence en écologie et ensuite j'ai fait un master en agronomie à l'université d'Orléans. Un master qui était axé sur la recherche scientifique. J'ai travaillé chez Yves Rocher sur les abeilles et en fait je me suis surtout rendu compte que je voulais directement mettre en application les différentes solutions qu'on a en bio. Et donc j'ai décidé de me former pour devenir maraîcher. Et j'ai réalisé pendant 2 ans, en fait, j'ai travaillé chez un maraîcher bio dans les Yvelines, en région parisienne. J'ai eu la chance de tout de suite devenir son chef de culture et chef d'équipe. Et c'est à travers en fait ce cursus que je me suis formé indirectement, et une saison ne m'aura pas suffi pour tout apprendre et me souvenir de tout. Et donc j'ai décidé de rester chez lui pendant 2 saisons complètes, et ce qui m'a permis vraiment de toucher à tout, aussi bien à la commercialisation que la gestion du personnel et surtout aussi la gestion des cultures. Pour se décider sur le lieu, ça va être l'accès à l'eau. C'est quelque chose de très important, sachant que le climat quand même change et qu'on cultive des légumes qui ont vraiment un besoin accru en eau. Je pense qu'il est très compliqué d'envisager une installation en maraîchage sans avoir suffisamment d'eau en fait, pour pouvoir irriguer nos cultures en période estivale surtout. Donc moi, ce qui m'a décidé, c'est en venant sur le lieu, j'ai la chance d'être à proximité d'une zone humide. Donc j'ai quand même tout de suite compris que potentiellement il y avait de l'eau dans le sous-sol. Donc ça m'a conforté dans le choix de m'installer sur ce lieu à Saint-André-de-Cubzac. Et alors la question de l'eau, effectivement, elle est à calibrer vraiment en amont pour pouvoir dimensionner en fait la taille de son exploitation. Parce que je pense qu'on pourra dimensionner notre future exploitation en fonction, si vous voulez, de la quantité d'eau qu'on pourra avoir. Nous avons dû créer un réseau d'irrigation comprenant le forage et tout le réseau de distribution de l'eau. On a dû monter 2400 m² de serre sur une courte fenêtre de 1 mois à l'aide de mon employé. Une étape aussi, selon moi, qui est très importante avant de s'installer, c'est pour dimensionner la taille de son exploitation, et puis de toute façon avant de s'installer, c'est la commercialisation. C'est-à-dire avoir une bonne réflexion en amont sur comment je vais commercialiser mes légumes. Donc on peut commercialiser ces légumes à travers de la vente directe, qui est quand même la plus rémunératrice. Mais pour ça, il faut déjà bien cibler les différents clients qu'on peut avoir. Déjà en amont de s'installer, moi, pour ma part, j'avais déjà eu un accord pour une place de marché. C'est quelque chose de très important parce qu'une fois qu'on est dans les cultures et qu'on s'est lancé, on n'a plus forcément le temps de chercher à vendre ses légumes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est préalable à l'installation, de bien trouver, si vous voulez, son réseau de commercialisation. Donc ça peut être de la vente directe comme de la vente en gros. Moi pour ma part aussi, je fais de la vente en gros et j'avais établi un prévisionnel, si vous voulez, avec la SICA maraîchère. Un autre point qui peut être assez important lorsqu'on s'installe, c'est bien réfléchir à la communication. Se faire connaître, être visible, être bien référencé aussi maintenant sur internet, parce que pas mal de choses passent par là, pour pouvoir toucher le plus de personnes possible, afin de pouvoir commercialiser tout simplement notre production. Moi j'ai la chance d'avoir de la famille qui est un peu dans le domaine de la communication.
Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, au début de son installation même, ou même avant, bien réfléchir à ces différents moyens de communication. Voilà. Donc bonjour à tous. Bon, déjà merci Victor pour cette belle vidéo. Donc on va ouvrir la table ronde sur le sujet suivant, c'est-à-dire comment pérenniser une installation en maraîchage. C'est un sujet qui nous paraissait important, nous chez J, que sur la période 2018-2020, on a eu à peu près 35 installations par an. Il y en a à peu près la moitié qui était à titre principal et on a eu 9 demandeurs JA sur ces installations-là par an. Voilà, donc c'est un domaine qui est quand même assez représentatif. Aujourd'hui, c'est la deuxième voie d'installation en Gironde, après la vigne. Autre chose qui nous a motivé à parler de ce sujet, c'est qu'il y a quelques échecs quand même en installation en maraîchage, et nous, on n'est pas là pour avoir des échecs. On souhaite quand même que les jeunes et puis les moins jeunes pérennisent leur projet et puis vivent de leur production. Beaucoup arrêtent autour de la 2e, 3e année pour des difficultés physiques notamment, ou des difficultés financières, des manques d'atteinte du PE. Et puis il y a un dernier objectif, c'est qu'on est quand même dans Bordeaux Métropole, et qu'aujourd'hui, nous, au titre de JA, on participe à la stratégie de résilience agricole et alimentaire de Bordeaux Métropole, et qu'il y a un marché quand même qui est assez important et assez intéressant, et important à développer au niveau du maraîchage, notamment dans Bordeaux Métropole. Et voilà, il y a des places à prendre, il y a des surfaces à cultiver, il y a des projets à faire. Et donc voilà, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, donc avec moi pour en parler, on va faire un rapide tour de table. Thomas. Oui, bonjour, donc Thomas Larieux, je suis conseiller irrigation, gestion de l'eau à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Bonjour, je suis Alexis Nollet, conseiller technique en maraîchage pour l'association technique fruits et légumes et pour la Chambre d'agriculture de Gironde. Bonjour à tous, vous venez de me voir dans la vidéo, je m'appelle Benjamin Panzel, je suis maraîcher bio à Saint-André-de-Cusac. Bonjour, je suis Sylvie Verdi, conseillère installation au CERF France Gironde. J'ai installé depuis 20 ans quelques maraîchers. Voilà, donc le fil de notre table ronde va être un peu basé sur la vidéo. On va aborder plusieurs sujets. On va commencer d'abord par les aspects de la formation. Alexis, je vais te demander où est-ce qu'on peut se former pour être maraîcher. Alors, où est-ce qu'on peut se former? En Gironde, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs structures qui permettent de se former en maraîchage et d'obtenir un diplôme permettant derrière de faire des demandes de dotation jeune agriculteur, par exemple. Il y a le CFP de beau séjour, je sais qu'il y a Blanquefort aussi, il y a un REA et H, il me semble. Après, il y a on peut accéder à ces aides par tout type de diplôme. Diplôme Benjamin a un bac+5 qui est un master. Il y a des personnes qui arrivent avec des BTS. Il faut un diplôme agricole en fait. Donc, soit on vient d'une filière et agricole, on fait un bac+2, bac+3, bac+4, bac+5 dans une structure agricole, soit on passe par le CFP beau séjour pour avoir un diplôme qui permette un diplôme agricole. D'accord. Dans la vidéo, Benjamin, tu nous expliques que tu as été chef de culture. Est-ce que c'est difficile de trouver du travail formateur dans le maraîchage? Alors, pour répondre directement à la question, ça peut être compliqué si on ne souhaite pas forcément bouger. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que on ne peut pas forcément se former chez tout le monde, il faut quand même qu'il y ait une entreprise derrière qui tienne la route. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir être mobile quand même, pas forcément rester sur cette région.
Et puis ensuite, effectivement, comme je le dis dans la vidéo et je le répéterai, c'est très important de devoir se former, à mon sens, puisqu'on ne s'improvise pas maraîcher, c'est pas parce qu'on fait un très beau potager qu'on va pouvoir s'installer, puisqu'il y a quand même tous les aspects derrière, économiques, de gestion, etc. Et donc c'est à travers en fait, la formation, si vous voulez, ou directement travailler chez un autre maraîcher, où vous allez pouvoir acquérir ces différentes notions. Au niveau du travail, quelle est la dureté physique du travail? Voilà, effectivement, c'est vrai que, excusez-moi, c'est vrai que faire une saison complète, voire moi j'ai fait 2 saisons chez un, on se rend compte de la difficulté qu'il peut y avoir par exemple en été lors de grosses chaleurs. Se lever très tôt, finir tard, faire des très grosses semaines quand il y aura des pics de travail. Et c'est seulement en exerçant le métier que vous allez pouvoir vous en rendre compte, quoi. Donc effectivement, je conseille fortement de travailler, avant de s'installer, travailler chez un maraîcher. Ok, merci. Au niveau de ceux qui n'ont pas ou peu d'expérience, quand ils arrivent au PAIT, on entend parler du stage 6 mois, Alexis, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, le stage 6 mois, c'est un stage qui a été rendu obligatoire pour les personnes qui veulent s'installer et qui n'ont aucune expérience en maraîchage, en tout cas. Pour, comme disait Benjamin, acquérir une certaine expérience pour voir ce que c'est le métier. Et il ne faut pas se lancer comme ça, fleur au fusil, dans le maraîchage. Donc il est obligatoire pour obtenir les dotations JA, mais il y a quelques dérogations possibles. Benjamin a eu besoin de faire un stage de 6 mois pour rentrer dans le processus. Il a fait 2 saisons entières en tant que salarié. Après, il y a d'autres cas de dérogations qui sont possibles, mais généralement, c'est 6 mois de stage obligatoire dans une entreprise qui a été, qui est référencée à la chambre, qui est référencée en tout cas comme étant maître exploitant. Ils n'aiment pas ce mot-là généralement, parce que ça fait un peu esclavagiste, comme ils disent. Référent comme tuteur. Voilà. Comme ayant pignon sur rue, quoi, finalement. Ouais. C'est un peu le mot. Ok. Il y a une distance minimale pour le stage 6 mois entre là où on veut produire vis-à-vis du lieu de stage, ou on peut le faire n'importe où? N'importe où. Je veux bien répondre si vous voulez à toutes ces questions. En fait, le stage 6 mois, il est demandé pour pouvoir valider son PPP uniquement si on ne peut pas prouver 6 mois d'expérience continue au moment où on arrive au PPP. Si la personne elle a déjà travaillé au moins 6 mois de façon consécutive sur une exploitation agricole, ou qu'elle a fait 1 an d'apprentissage et qu'elle a fait 6 mois chez un patron de façon consécutive, eh bien l'expérience est validée et du coup il n'y a pas besoin de faire un stage. Voilà. Le stage de 6 mois, il est obligatoire pour les gens qui ne peuvent pas prouver les 6 mois d'expérience. Et donc on envoie les gens en stage sur des exploitations qui sont cataloguées entre guillemets comme maîtres exploitants, c'est-à-dire qu'ils peuvent accueillir ces stagiaires parce qu'ils auront été au préalable formés, ils ont reçu une journée au moins de formation pour pouvoir recevoir ces stagiaires-là. Et il n'y a pas de distance minimum, on n'est plus sur le système qu'il y avait avant le PPP quand le stage 6 mois était obligatoire. C'est pas un stage 6 mois, c'est un stage d'application en exploitation. On a un peu détourné le terme en l'appelant 6 mois parce que les anciens appelaient ça le stage 6 mois, mais en fait c'est pas un stage 6 mois. D'accord. Le but étant quand même d'acquérir une certaine expérience et de ne pas se lancer... Bien sûr, le but de la mise en place de ce stage, c'est effectivement de pouvoir dire on fait 6 mois consécutivement sur une exploitation, donc en gros ça correspond à une saison, et c'est ce qui permet de voir si effectivement on tient la route, et si, voilà, avec les aléas climatiques, les aléas, tout ce qui est pénible, enfin voilà, les travaux pénibles, etc., est-ce que vraiment on est fait pour ça en gros, et de mesurer la capacité du jeune à faire. D'accord. Et consécutivement, comme tu disais, consécutivement, parce que si on fait 2 semaines là, puis 3 semaines là, puis c'est pas du tout la même chose que quand on bosse 6 mois d'affilée.
Et je rajoute juste, tu n'as pas parlé par exemple de ce qui va être les couveuses, c'est différent, c'est 2 ans, je crois, de couveuse. Alors, l'expérience, elle peut être effectivement justifiée à partir du moment où on a travaillé au moins 6 mois. Après, il y a une autre possibilité pour pouvoir valider un PPP, c'est soit d'avoir fait 2 ans en tant que cotisant solidaire, mais il faut avoir fait un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros, soit d'être passé par une couveuse agricole pendant aussi au minimum 2 ans. Bon, mais merci pour ces précisions. Ça nous permet d'être un peu plus précis. Benjamin, tu nous as parlé dans ta vidéo que tu avais quand même bien recherché ta commercialisation, que tu avais mis en avant la commercialisation dans ton projet. Quels sont les débouchés commerciaux indispensables finalement? Eh bien en fait, quand on s'installe en tant que maraîcher, il y a quand même une certaine somme d'argent en jeu pour pouvoir s'installer. Donc on ne peut pas se lancer comme ça, à faire n'importe quoi, puisque derrière, souvent on doit prendre des emprunts et les rembourser. Donc il faut quand même savoir vers où on va. Donc effectivement, avant même de m'installer, j'avais déjà ciblé mes différents partenaires avec qui j'avais travaillé pour vendre mes légumes. Comment je m'y suis pris? Bien, moi n'étant pas de la région, j'ai cherché sur internet qui étaient les grossistes pour ma vente en gros, donc j'ai été les rencontrer. Ensuite, effectivement, la vente directe, c'est quand même quelque chose en maraîchage qui est le plus rémunérateur. Donc, et c'est très compliqué en plus de ça de trouver une place de marché, car j'en cherche encore et c'est très compliqué. Donc j'ai eu quand même la chance, sachant que la commune sur laquelle je suis m'a accepté directement. Donc ça, il m'avait dit, enfin voilà, j'ai eu un écrit de la part du maire comme quoi j'étais déjà accepté sur le marché. Et j'ai eu aussi tout un prévisionnel, si vous voulez, avec la Citia maraîchère, pour savoir où on allait, pour pouvoir à peu près estimer le chiffre d'affaires final. Donc c'était très important aussi avant. Voilà. D'accord, merci. Sylvie, au niveau du maraîchage, quels sont les axes pour dégager de la rentabilité? Alors lorsqu'on produit, il faut récolter, c'est-à-dire que si vous plantez 100 choux, il vaut mieux en récolter 95 que 50. Il faudra faire très attention, d'où que l'on demande de l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir récolter et commercialiser. Vous savez que votre denrée est périssable et très vite périssable. Donc voilà. Et après, ce qu'on conseille fortement, c'est pour établir vos prix, c'est-à-dire faire le tour de ce qui se fait dans les marchés. Aller sur les marchés, voir ce que les prix des producteurs, savoir si ça correspond à votre prix de revient. On peut mettre un prix à 5 €, mais si ça coûte 7 € à produire, ça ne marche pas. Et en plus, au fil du temps, vous allez rencontrer toujours les mêmes clients et vous allez adapter votre production à votre demande pour avoir un taux de perte le plus bas possible. Pour avoir très peu de pertes. Mais bon, c'est périssable le légume. Rapidement, tu peux nous dire comment on calcule un prix de revient, assez simplement? Assez simplement, déjà on prend le goût de la semence ou du blanc, on ajoute les entrants, c'est-à-dire, alors il y en a très peu, souvent de l'engrais, quelques produits phyto, puis on en a très très peu, et la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre est un élément essentiel de la culture maraîchère. Après il y a quelques petits frais, mais le gros du morceau, c'est le blanc, la semence, qui peuvent être très chers, et la main-d'œuvre. Donc on va en passer. Au niveau de la production, des exploitations que tu as pu installer en maraîchage, l'orientation, c'est plutôt sur du volume avec des intervenants comme la SICA, ou c'est plutôt de la valeur ajoutée avec une grosse part de vente directe? Qu'est-ce qui se fait de mieux en Gironde? De mieux, je ne sais pas, actuellement les dossiers. Alors il y a le gros légumes de plein champ pour l'industrie, ou alors maintenant c'est les producteurs pour la vente directe. Voilà. Beaucoup au départ peuvent faire entre 30 et 52 sortes de légumes. Au fil du temps, ils ciblent, on descend souvent entre 5 et 10 par saison. Il faut bien cibler sa production, parce que beaucoup de production, beaucoup de temps, beaucoup de diversification, et chaque légume a ses besoins bien particuliers. D'accord. Donc une fois qu'on s'est formé, qu'on a un petit peu cadré la commercialisation
et ce qu'on souhaitait produire et la quantité qu'on veut produire. On peut passer à la conception du projet. Thomas, donc, est-ce qu'on peut produire du maraîchage partout? Oui, donc par rapport à cette question, elle nous arrive des fois très tardivement. Il y a des gens des fois qui arrivent et ils disent bon mais c'est bon, j'ai choisi mon terrain, j'ai acheté et maintenant je veux cultiver. Et c'est vrai qu'on a ce problème qui peut être important, comme Benjamin l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'accès à l'eau. Alors en Gironde on a de la chance et on a beaucoup d'endroits où on a de l'eau, mais on a des endroits où il n'y en a pas. Donc déjà au niveau technique, avant de parler de réglementaire bien sûr, parce que c'est très réglementé, au niveau technique, il y a des zones où on a de l'eau, il y a des zones où on n'en a pas. Donc le premier point, c'est déjà d'étudier ça, même avant d'acquérir un terrain, pour plus tôt c'est fait, mieux c'est, parce qu'il faudra intégrer également le coût de création de ressources en eau, s'il n'y en a pas, et voir, des fois, on n'a pas de solution. Il faut savoir qu'à la Chambre, on accompagne à peu près 130 jeunes qui cherchent à s'installer et avoir accès à l'irrigation. On en a un tiers des solutions où on ne trouve aucune solution. Donc c'est là que je vous dis que c'est vraiment très important de venir nous revoir le plus tôt possible pour qu'on vous donne un peu les différentes modalités, parce que ça peut devenir vraiment problématique. Et après, cultiver sans eau, alors on peut toujours économiser l'eau, ça, toutes les méthodes on les connaît, hein, paillage, goutte à goutte, etc. Ça bien sûr que quoi qu'il arrive, il faut le mettre en place, mais il faut de l'eau. Voilà. Donc ça c'est un point vraiment important parce qu'on a quand même beaucoup de projets qui coincent sur ça. Et c'est vraiment, est-ce qu'il y a de l'eau? Alors un petit indicateur, hein, quand vous installez sur une zone et qu'il n'y a aucun irriguant dans le coin, il n'y a aucune culture irriguée, vraiment venez nous voir. Parce que quand il y a quelqu'un qui irrigue à côté, il faut vous dire en général c'est qu'il y a de la ressource en eau pour des petits volumes pour un maraîcher, c'est entre 3 et 5 000 m3 on va dire, s'il vit seul hein, sur l'exploitation. Voilà. Si y a un irrigant à côté, on arrivera à dégager ce volume. Par contre, il y a des zones, par exemple dans l'entre-deux-mers, c'est très très compliqué de trouver de l'eau. Donc il apparaît deux options, hein. On a une hydrogéologue à la Chambre là, qui travaille pour voir si on peut aller chercher de l'eau dessous. Et c'est très très réglementé, il y a des secteurs qui sont dédiés à l'eau potable. Donc c'est 0 m3 pour l'agriculture. Hein. Voilà. Et après, ce qu'on fait de plus en plus hein, pour des petites productions et des petits volumes comme les maraîchers, on cherche, dans la mesure du possible, à créer des petits plans d'eau. Ça, on essaye d'en faire. C'est souvent la solution qu'on trouve. En gros, on fait 900 m², 4 mètres de profond, ça fait 3600 m3, qu'on remplit les eaux de ruissellement l'hiver et qu'on utilise l'été. Voilà. Ça, au niveau technique, c'est quand même ce qu'on utilise beaucoup. S'il n'y a pas d'irrigant autour de vous, c'est sûrement la solution qu'on va chercher à trouver, mais bon, si c'est plat, ça devient compliqué, on arrive dans le tiers que j'ai dit où on ne trouve pas de solution. Et parce qu'aujourd'hui aussi, il est inconcevable de prélever dans des petites rivières. Les grandes rivières, je veux dire Garonne, Dordogne, Nice, le Dronne, Drô, un maraîcher qui s'installe là-dedans, il n'y a pas de souci, on trouvera du volume. Par contre, sur des petites, c'est déjà très difficile l'été, et on sait vers où on va. Hein. Globalement, il n'y aura pas plus d'eau dans les petites rivières comme ça qui ne sont pas réalimentées. Donc là, on pompera l'hiver dans la petite rivière pour remplir un petit trou d'eau qui nous servira l'été. Voilà, on n'a pas vraiment d'alternative. Donc voilà au niveau technique. Un petit point au niveau réglementaire, c'est aussi des difficultés qu'on rencontre de plus en plus. Hein. Concrètement, l'ensemble des ressources en eau est en train d'être mis sous cloche par différentes réglementations pour des raisons environnementales. Hein. Et ça devient quand même de plus en plus compliqué aussi, des fois, d'avoir des autorisations. Et par rapport aux délais dont je vous parlais au départ, il faut savoir qu'il y a des dossiers où on arrive à avoir des autorisations en un mois quand c'est des zones où il y a beaucoup d'eau et la réglementation est assez tranquille. Et il y a beaucoup de zones où un montage d'autorisation c'est 8-9 mois. Quoi. Donc voilà, quand les gens ils viennent nous voir en janvier pour nous dire qu'au mois de mars ils irriguent, on se gratte la tête. Voilà au niveau, un autre point que je voulais dire au niveau réglementaire, et puis concrètement c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, donc il faut vraiment le mettre en œuvre dès l'installation. Il ne faut pas venir nous voir au bout de 4-5 ans parce que c'est vraiment plus facile de le faire au départ. Voilà. Et après, le dernier point peut-être à ce niveau-là, c'est intégrer bien sûr la notion de coût. L'accès à l'eau, ça a un coût. Alors suivant le secteur que vous trouvez, c'est très variable, c'est très très variable. On va faire simple, hein, si vous êtes au milieu des pins des Landes, en gros, c'est pas dur, on a planté les pins pour baisser le niveau de la nappe. Donc là, il y a de l'eau partout. Voilà, quelque chose près, hein. Pour des volumes comme les vôtres, on va facilement les trouver.
Vous faites un forage entre allez, 10 et 15 mètres, en général on a le volume qu'il nous faut. Et réglementairement c'est très facile. Ça coûte 3 000 €. Vous allez dans l'entre-deux-mer, on n'a pas de solution. Il faut créer un petit plan d'eau. Pas de bol, il n'y a pas assez d'argile pour la faire par tassement. Donc derrière il faut mettre une bâche. Et en plus c'est des produits pétroliers avec l'augmentation qu'on connaît aujourd'hui. Les projets, la moyenne c'est 40 000 €. Voilà, donc celui qui n'a pas intégré ça au départ dans son étude, ça lui pose de réels soucis, quoi. Voilà, alors on a de la chance, il y a des collectivités locales qui aident par rapport à ça, notamment le conseil régional qui aide à hauteur de 60% à la création de plans d'eau pour des productions comme les vôtres. Alors il y a des conditions d'éligibilité où des fois on ne passe pas, mais voilà. Et après il y a des aides du conseil départemental également qui peuvent aider au niveau d'irrigation. Mais en tout cas c'est quand même un coût, et même quand on a des aides, il y a une part à payer là-dessus et ça a un coût, l'eau. Voilà. Benjamin, tu partages ton avis sur l'importance de l'eau dans ton système? Oui, d'ailleurs c'est toujours d'actualité pour moi. En effet, j'ai fait ma première saison qui a été quand même plutôt pluvieuse et on a quand même manqué d'eau. Donc au début j'ai démarré avec un forage qui n'est toujours pas suffisant pour irriguer les 5 hectares que je cultive. Donc maintenant on en est arrivé à avoir une mare, donc qui elle est déjà alimentée par de l'eau de source. Et en plus de ça, on va dériver le forage pour remplir la mare continuellement si vous voulez. Et encore une fois, ça ne sera pas suffisant, je pense. Si de grosses canicules arrivent cet été, ça va être compliqué. Donc, alors certes, on peut essayer de récupérer les eaux de ruissellement, etc., etc. Mais ça reste un enjeu très compliqué, l'eau, effectivement. Et voilà, les solutions sont difficiles à trouver, malheureusement. Tu saurais dire ton montant d'investissement pour sécuriser l'eau sur ton exploitation? Ça dépend si on doit aussi prendre en compte tout le matériel lié à l'irrigation. Moi, je dois être arrivé dans les 40 000 €. Et c'est pas suffisant. Et vous êtes... donc, tu as besoin de cette structure-là. Vous êtes combien de main-d'œuvre précisément sur la structure? Moi, du coup, j'ai en main-d'œuvre. Oui, du coup, moi j'ai 2 employés à temps plein en CDI. Et en été, on peut être 5 ou 6 sur l'exploitation. Ça représente aussi un certain coût, de main-d'œuvre et aussi de cotisation sociale auprès de la MSA, etc. D'accord. Sylvie, la main-d'œuvre c'est important sur une exploitation maraîchère et globalement sur une exploitation agricole? C'est la viabilité du projet. Aujourd'hui, tous les maraîchers qu'on a pu installer, leur plus gros problème c'est de trouver des salariés qui restent. C'est vraiment une vraie problématique. Même ceux qui sont sur la ceinture bordelaise, puisqu'on a beaucoup d'installations maraîchères autour de Bordeaux, potentiel de main-d'œuvre, de proximité, mais c'est très dur de les garder. Ils les forment, et puis il y en a qui partent s'installer, et d'autres qui trouvent ça trop pénible, le métier trop pénible. Même s'il faut un maximum avec du hors-sol, des choses comme ça. La mécanisation, ça aide pas pour la main-d'œuvre? Ah, ça aide, mais c'est très dur de trouver des plumages et du matériel de maraîchage. Certains ont aussi d'en créer, notamment des récolteuses de pommes de terre, il y a des choses qu'ils peuvent acheter à plusieurs. Aujourd'hui, les plumages maraîchage, il y en a pas avec du matériel bien spécifique. Parce qu'on peut mécaniser, le plume, il n'y a pas de désherbant. Le plastique va coûter de plus en plus cher. Donc, je ne sais pas s'il a trouvé une solution, mais c'est vrai qu'à plusieurs, ça pourrait être bien. Le plumage pour du matériel de maraîchage. C'est quoi, toi, Benjamin, ton niveau de mécanisation? C'est-à-dire que j'ai pas mal de chance, puisque avant, je travaillais chez un maraîcher et ça s'est très bien passé avec lui, donc il m'a quand même cédé beaucoup de matériel, de l'ancien matériel à lui. Bon, il me l'a vendu, mais il me l'a vendu à un très bon prix. Moi, je suis 100% mécanisé sur tous les aspects, vraiment tous les aspects, que ce soit du désherbage pour la récolte, vraiment tous les aspects. Donc, vu qu'effectivement il n'y a pas de CUMA dans le coin, j'ai été forcé de devoir investir dans tout le matériel aussi. Donc c'est pareil, ça représente un certain coût à l'installation. Hein. Pour pouvoir être performant, il faut quand même... ça dépend après dans quelle optique on s'installe et sur quelle surface. Mais je pense que si vous voulez être viable et rentable, il faut pas oublier la mécanisation, hein, parce que tout faire à la main, je pense que
vous allez y laisser votre santé et voilà, c'est pas le but. Et donc on a des outils qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Alors certes c'est de l'investissement, mais derrière ça peut rapporter. Voilà. Oui, une question. Excuse-moi, j'entends pas bien. Vous en avez combien pour le matériel? Pour le matériel, j'ai dû investir dans les 100 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, vous vous installez dans une activité de maraîchage. Pour une surface comme la vôtre, ça représente quoi comme investissement en fait, au total? C'est-à-dire que moi, en fait, je suis propriétaire. Du coup, j'ai acheté la maison et les terres, tout le matériel, les serres, l'irrigation. Et au total, j'ai investi 600 000 euros. Voilà. Non, mais bon, je vois qu'il y a quelques questions. On peut te rassurer, il y a des projets de maraîchage à moins de 52 000 euros. Ça n'empêche pas qu'ils s'installent avec des aides à l'installation. Ça se passe bien. Hein. Lui, c'est un beau projet, un grand projet, et il y avait le foncier. On va quand même garder quelques questions pour après, si vous voulez, mais merci quand même d'être intervenu, d'avoir posé vos questions. Ça soulève quand même des questions liées au modèle économique du maraîchage. Alexis, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, en dire un mot. Modèle économique en maraîchage, de nos jours, de plus en plus, on est sur du petit modèle, une petite surface, des personnes qui s'installent tout seules, qui ont envie de tourner le travail de la terre. Aujourd'hui, alors c'est pas un problème, hein, c'est que du coup quand on parlait d'avoir des exploitations viables, pérennes, etc. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a quand même un certain pourcentage d'échecs dans ce type d'installations qui sont très petites et qui, on parlait de chiffre d'affaires pour compenser, par exemple, 600 000 d'investissement. Quand on s'installe sur des très petites surfaces qui représentent plutôt de l'ordre de 1 hectare de terrain, ce qui fait qu'on ne cultive pas 1 hectare, on cultive plutôt 5000 m². Il faut sortir un très beau chiffre d'affaires quand même pour rentabiliser tous les investissements qui peuvent être faits. Bon, l'investissement du coup est moindre, mais du coup il faut quand même le rentabiliser. Est-ce que tu as des chiffres clés là-dessus sur les critères qu'il faut avoir en tête quand on bâtit un projet? Parce que nous, notre but, c'est bien là, c'est de donner des éléments pour qu'on puisse pérenniser les installations. Nous, quand on fait les formations pour les personnes qui veulent s'installer en maraîchage et qui veulent savoir comment dimensionner un peu un projet pour que ce soit viable, etc., on a tendance un peu à leur dire le minimum, c'est d'avoir un terrain d'1,5 hectare afin de plutôt cultiver du coup 1 hectare minimum. Dans l'idéal, se mécaniser un minimum pour certaines cultures, pour se libérer du temps aussi, parce que quand on s'installe tout seul ou éventuellement si on commence à avoir un salarié, il y a quand même beaucoup de choses à côté, la commercialisation, la communication, l'administratif qui fait qu'on n'est pas sur l'exploitation, donc en se mécanisant, on se libère du temps. Et donc en fait sur 1 hectare cultivé, 1,5 hectare de terrain, bon, ça c'est un peu un minimum, hein. Dans l'idéal on achète 3 ou 4 hectares et puis on grandit au fur et à mesure de ses envies et de ses possibilités. On arrive généralement à dégager quand même entre 35 et 50 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, ce qui permet théoriquement de se sortir un SMIC si on est tout seul, bien sûr. Du coup on emploie quelqu'un, on paye la personne avant de se payer soi. Et voilà, puis après dans l'idéal, si on se mécanise, on va faire les investissements, mais des fois on se perd du temps pour pouvoir cultiver plus grand, pour pouvoir se rentrer un peu plus d'argent plus rapidement. Par rapport à l'installation, Sylvie, quelle est l'attitude des banques? Alors même si après pendant la question, ils pourront, je sais qu'il y avait des personnes qui pourront répondre, intervenir, mais quelle est l'attitude des banques face au projet d'installation? Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les banques sont bienveillantes par rapport au projet de maraîchage. Elles prennent le temps de les étudier, même des petits dossiers. S'il y a des banquiers avec qui j'ai fait justement des installations maraîchage, pour peut-être témoigner, je suis entièrement d'accord sur le chiffre d'affaires. On ne dépasse jamais 50 000 euros avec une seule personne.
Aujourd'hui, en Gironde et même en France, les cultures légumières, il faut souvent les couvrir à cause des aléas climatiques. Pour arriver à ce chiffre d'affaires-là, il ne faut pas avoir trop de pertes. Et le tunnel est souvent indispensable pour pouvoir avoir une culture correcte. Je ne l'ai pas dit, mais en gros, on conseille d'avoir une dizaine, vingtaine de pourcents de serre. Donc c'est 1 hectare, 1 hectare 5. Pour sécuriser sa production. Voilà, c'était juste. Donc aujourd'hui, les banquiers regardent tous vos dossiers et la région Nouvelle-Aquitaine aussi a ouvert un dossier à subvention depuis 3-4 ans qui accompagne bien le jeune pour ses investissements, tout ce qui est tunnel, le matériel. L'irrigation, c'est le département de la Gironde aussi qui vous accompagne, ce qui n'est pas le cas des autres départements. Ça, il ne faut pas passer. Enfin, il faut essayer de les demander, toutes ces aides. Ça augmente la rentabilité de votre projet. D'accord. Donc une fois qu'on a passé par tout ça, qu'on s'est formé, qu'on a cadré la commercialisation et qu'on sait où et quoi produire, bah, du coup c'est parti. Alors. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est parti. Il n'y a plus qu'à produire. Eh bien oui, il n'y a plus qu'à produire et puis ça peut même être plaisant puisque on devient patron et donc on est libre de faire ce que bon nous semble, on va dire ça comme ça, et de gérer. C'est quelque chose de sympathique aussi de gérer les choses soi-même et voilà, tout simplement, c'est quelque chose de très sympa. Donc si moi je devais le refaire, je le referais avec plaisir, sans souci. Sylvie, il y a des choses à suivre, à faire, une fois qu'on se met à produire, parce qu'on peut se douter que dans l'accompagnement il s'arrête au projet, mais après le projet, ça ne s'arrête pas là quand même. Oui, parce que Benjamin, il est maraîcher, mais il est plutôt chef d'entreprise. Donc il doit gérer et l'économie et la trésorerie au quotidien, sur le traitement de la trésorerie, gérer la main-d'œuvre, gérer toutes les obligations sociales, fiscales et réglementaires, parce qu'il y en a de plus en plus. Les problèmes de l'eau, les problèmes de déclaration, des salariés, l'accident du travail, comme on a vu ce matin, la prévention des risques aussi, c'est hyper important. Et après, la région Nouvelle-Aquitaine, une fois que vous êtes installé, vous accompagne pour avoir des suivis. Il y a des prises en charge de suivi aussi, technique maraîchage, le département, mais aussi la région sur l'économie. Comme nous, on a des aides pour suivre au niveau économique le département. Donc vous n'êtes pas seul, en plus de votre comptable, enfin des gens que vous allez avoir, parce que les jeunes agriculteurs ont des abattements aussi fiscaux. Et voilà. La gestion après, ça va être la trésorerie et la production au quotidien. Et tactiquement, Alexis, tout se passe bien après l'installation ou il y a quand même des choses à surveiller? Pour l'installation, moi je suis pas installé. Non mais tactiquement, dans ton travail de conseiller maraîchage. Après l'installation, il y a toujours des problèmes qui arrivent. On parlait des aléas climatiques, ne serait-ce que ça. Une année sur l'autre, c'est pas la même chose. Donc il faut savoir aussi comment réagir. C'est très simple, c'est un exemple très concret. Il y a 2 ans, c'était la sécheresse, l'année dernière, il n'y avait que pleuvoir. Et donc, quelqu'un qui s'installe tout juste et qui, pour lui, l'année il y a 2 ans, c'est son année de référence, c'est tout le temps la sécheresse l'été, il s'apprête à faire tout comme si ça va être la sécheresse l'été. Et tout d'un coup, il fait que pleuvoir et il y a des maladies partout. Donc, il faut s'adapter, c'est s'adapter tous les ans, tout le temps à ce qui se passe. On a quand même le droit à l'erreur. On a quand même le droit à l'erreur, c'est pour ça, c'est s'adapter, faut demander de l'aide aussi, il ne faut pas hésiter, que ce soit un conseiller ou que ce soit un collègue à côté qui ait plus d'expérience sur comment gérer telle situation. Parce que, en tout cas, dans le maraîchage, ça change tous les ans, c'est jamais la même chose. D'accord. En tout cas, oui, au niveau de la DJA, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la DJA sert aussi à se prélever un salaire les premières années. Enfin, du moins la première année, le temps que le cycle économique se mette en route. Je sais pas, Benjamin, c'est où le cycle économique c'est en route? C'est une grosse question. Je vais juste revenir sur la DJA. Enfin, moi, par exemple, la DJA, tout est parti dans mon entreprise. Puisque, vu que j'ai travaillé avant, pendant 2 ans, en fait, chez un maraîcher, j'ai eu le droit à l'aide de Pôle emploi qui s'appelle l'ARCE, je crois, ou l'ARE. Et du coup, en fait, je touche le chômage, moi.
Donc j'ai pas besoin de me sortir de salaire ou quoi que ce soit pendant 2 ans. Et donc oui, effectivement, tout l'argent de la DGA est parti dans mon entreprise. Alors est-ce que ça tourne économiquement? On n'a pas fait la meilleure des saisons, et puis quand on s'installe, on ne connaît pas forcément le terrain non plus. Il y a des endroits où il y a des disparités en fait en fonction du terrain que vous pouvez ne pas connaître dès que vous arrivez, et vous pouvez, sur telle ou telle production, vous ratez, hein, ça arrive. Et ce qui fait la force du maraîchage diversifié, c'est que justement, moi par exemple, je cultive une quarantaine de productions différentes. Alors en général, on va se rater sur 1, 2, 3, 4, 5, mais vous n'allez pas les rater 40 productions, quoi. Donc déjà ça fait une force. Et donc économiquement, pour l'instant, on en est à que ça va à peu près, voilà. C'est pour une saison, enfin moi ça fait même pas 1 an que je vends, si vous voulez. On a commencé la commercialisation en mai dernier, puisque je suis arrivé en janvier. Donc le temps de planter, etc., etc., on a commencé à vendre en mai. Et les chiffres sont plutôt bons. Oui. Donc ça marche. Bien sûr que ça marche. Tu parlais d'aide, oui, il y a tout un tas de dispositifs quand même au niveau du département, des pôles emploi qui peut aider à la création et au développement d'une entreprise. Avec la PAC, je ne sais pas si tu es au courant, mais avec la PAC 2023, il semblerait qu'il y ait une aide un peu spécifique qui va être mise en place pour les maraîchers qui ont des structures entre 1,5 hectare et 3 hectares. A priori, un DPB qui serait autour de 1 500 €. Donc il y avait un article qui est paru dans la France agricole sur le cas d'une exploitation de 2,5 hectares en maraîchage, avec un montant d'aide qui serait quand même plutôt intéressant, où aujourd'hui le système n'était pas tellement adapté à ces petites structures, et donc le montant d'aide était dérisoire comparé au chiffre d'affaires et au chiffre d'affaires et à la surface, quoi. Oui, mais après moi je suis pas au courant sur les nouvelles directives, la nouvelle PAC 2023, je connais pas exactement tout. Alors c'est sûr qu'on est quand même bien aidé, hein, c'est pour ça que s'installer, ça représente à la base un certain investissement. Mais oui, pour reprendre, on a quand même les aides de la PAC, on peut avoir la DGA, on a les aides du département, on a les aides de la région, il y a France Agrimaire aussi qui nous aide. On est quand même beaucoup, enfin on est bien suivi, bien épaulé, donc il ne faut pas non plus avoir trop peur. Ok, du coup je vais te laisser le mot de la fin de cette petite table ronde avant de passer aux questions. Tu l'as déjà dit, mais je vais te demander de le redire si c'est à refaire. Si c'était à refaire, effectivement, je le referai, et j'espère que ça vous a à peu près éclairé ou aidé dans votre démarche à l'installation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre. Oui. Vous avez parlé que vous vendiez aux grossistes, si j'ai entendu. Oui, tout à fait. Vous parlez de grossistes, c'est la GD ou c'est parce qu'on sait que quand même aujourd'hui les grandes distributions essayent de se rapprocher d'une politique proche de l'agriculteur comme Système U. Est-ce que ça peut être un débouché pour par un maraîcher par exemple? Bien sûr, moi j'en suis encore à l'installation, hein. Comme je disais, ça fait même pas 1 an que je commercialise mes produits. Je suis toujours en quête de nouveaux clients. Par exemple, ce matin, j'ai été aux mines de Bordeaux, j'y avais jamais été. Donc j'ai fait une première livraison là-bas. Et puis effectivement, à côté de chez moi, j'ai un géant, et c'est l'objectif, c'est que il faut que j'ai le temps, mais je leur passe un petit coup de téléphone et qu'on se cale un rendez-vous pour voir ce qu'on peut faire pour la suite. Donc oui, ça peut être un débouché intéressant. Surtout qu'il est à 1 kilomètre de chez moi, par exemple. Voilà, ça. Et puis ça peut faire un peu de volume. Et après, est-ce qu'on peut faire aussi de l'export dans le pays au niveau de l'échelle nationale, ou c'est plutôt compliqué Alors, tout est faisable, mais ça, je le conseillerais pas, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des coûts de production à respecter. En fait, vous allez être mis en concurrence avec des gens qui sont beaucoup plus gros que vous, dans d'autres régions, pour ne pas en citer les Bretons, et vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Enfin, ça va être compliqué. Si on part sur une petite exploitation, mais même quand on vient de s'installer, faire face à la concurrence, c'est très compliqué. Si on s'installe, mais qu'on s'installe sur 50 hectares avec 40 hectares de serre, on va en être capable. On parle d'exploitation maraîchère, de légumiers diversifiés, pas non plus légumiers pour la grande distance, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus, légumiers, voilà, légumes industriels. Oui.
quel accueil vous avez, ou est-ce que vous avez exploré les communes autour de vous? Je pense à Saint-André-de-Tubzac par exemple, vis-à-vis de la restauration collective qui est de plus en plus demandeuse aussi de circuits courts. Oui, en effet, je travaille aussi avec les cantines de la commune de Val-de-Viervé qui est juste au-dessus de Saint-André. Et donc ce matin aussi, j'étais en livraison pour les cantines. J'ai 3 cantines, Saint-Antoine, Val-de-Viervé, Aubiès-Pessas et Salignac. Alors, il y a des nouvelles directives, avec la loi Egalim notamment, qui est passée, et effectivement, la restauration collective est censée nourrir de plus en plus avec de l'agriculture locale, biologique pas forcément, mais locale. Pour l'instant, ça représente un petit débouché, mais je pense que je suis pas sûr qu'en Gironde encore ce soit quelque chose de très très développé. Il y a un manque à gagner là-dessus. On va faire circuler le micro pour les questions. J'ai une question. Une petite question pour Benjamin Nouveau. Le montant de 600 000 € m'interpelle. Oui. Parce que si je compare à une installation en viticulture, c'est à peu près en entre-deux-mers, 30 hectares qu'on pourrait acheter. Là, on parle de salade. Alors, effectivement, tu as acheté le terrain et la maison. Mais je veux dire que pour rentabiliser ces 600 000 €, il faut en vendre des salades quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un apport derrière? Parce que tu as parlé de... Non, mais c'est effrayant quand on parle de 600 000 €. Bah oui, oui. On dit qu'en vigne, on ne peut pas s'installer parce que c'est trop cher. Et 600 000 €, c'est énorme. Mais si oui, excusez-moi, laissez continuer. Et donc je me dis, est-ce que c'est réellement 600 000 € ou est-ce que dans ces 6, en dehors des aides, puisque tu as parlé des aides, est-ce qu'il y a aussi un apport personnel, si je puis me permettre? Alors moi j'ai apporté personnellement, j'ai apporté la somme de 50 000 €. Mais ça fait presque 10% quand même du... Ça fait 750 000 quand même. Voilà, et effectivement il faut en vendre des carottes et des salades, c'est pour ça qu'il faut bien caler tout avant. C'est pas situé quand même. De toute façon, on a un business plan, il y a un PDE qui est là aussi pour aller démarcher, d'aller s'expliquer auprès des banques. Et si vous voulez, comment je peux vous répondre? C'est la comparaison avec la viticulture, tu comprends ce que je veux dire? C'est un jeune, on en parlait tout à l'heure, un jeune ne peut pas de nos jours s'installer en viticulture parce que justement il n'a pas forcément d'apport et que c'est terriblement cher. Et il y a la possibilité de le faire en maraîchage. Voilà, ça me... Bien, il y a peut-être aussi peu de projets en maraîchage en Gironde et c'est aussi pour ça que je suis là, moi. Tout simplement, moi je suis pas du tout originaire de Gironde. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a quand même tout de suite attiré et qui m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, c'est marrant, Bordeaux c'est quand même une très grande ville. Et dans le coin, tout le monde fait beaucoup de vin. Et il y a quand même une grosse demande en légumes, notamment en légumes bio, il y a un certain pouvoir d'achat, etc. Et donc, c'est un projet de ce type-là, c'était totalement envisageable. Oui, j'entends bien, mais c'est 5 hectares, et c'est pas non plus... Il y a la maison avec. On peut peut-être donner la parole à Eric Large, qui maîtrise la finance peut-être un peu mieux que nous tous. Et après, j'aurais une autre question sur la qualité de vie. On reviendra alors. Eric, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le... Oui, alors on s'approche un peu sur le montant d'investissement, voir quelle est la campagne, puisque dans des montants comme ça, le soutien financier est quand même important. Voilà, tout à fait. Benjamin, je crois qu'il y a un peu plus de 5 hectares. Oui, voilà. Donc il faut savoir que dans le projet de Benjamin, il n'y a pas que 5 hectares effectivement d'acquis. Donc c'est plus. Là, c'est la production qui est sur 5 hectares. Ensuite, on a aujourd'hui un projet qui est dimensionné donc, sur une surface. C'est pas la norme en Gironde, autour de Bordeaux Métropole et dans les communes environnantes. Sa structure est entre guillemets hors norme. On est plutôt habituellement sur des surfaces de 1 hectare, 1,5 hectare. On a même des surfaces de 50 arts. Donc là, effectivement, on a un projet qui est dimensionné, avec une commercialisation qui a été bien pensée. On a une main-d'œuvre aussi, on le voit, importante. En gros, il y a une norme. Alors tout à l'heure, on a entendu parler de 35 à 50 000 € pour 1 hectare.
Un hectare, c'est à peu près 1 à 1,2 ETP. Voilà. Donc ce sont des normes que l'on peut avoir. Un hectare, 1,2 ETP, 35 à 50 000 euros. Là, Benjamin fait 40 légumes, on est sur 5 hectares, 3 personnes, sur effectivement une surface d'1 hectare, on ne pourra pas faire 40 légumes, c'est pas possible. Il faut vraiment se structurer et peut-être avoir entre une vingtaine de légumes et après effectivement on choisit, on rediminue. Donc voilà, donc là effectivement on avait un montant d'investissement qui comprend aussi une maison d'habitation, donc il faut regarder dans son ensemble, mais c'est vrai que il peut y avoir, et dans toutes les productions, on peut avoir un gros projet qui va pouvoir être financé parce que rentable, et un autre sur des montants beaucoup plus petits qui malheureusement n'auront pas de rentabilité et ne permettra pas. Alors attention, quand je dis rentabilité, il peut y avoir une rentabilité, il peut payer l'exploitant, il peut vous payer, mais peut-être qu'il ne pourra pas payer un emprunt, ne pourra pas payer un salarié. Donc il faut regarder un ensemble. Mais là, effectivement, on a une structure qui est complètement différente. Et oui, aujourd'hui, en Gironde, on peut effectivement s'installer avec des montants importants, mais sur des surfaces, effectivement, qui ne sont pas dans la norme habituelle. Alors après, j'ai relevé aussi quelques éléments, et ça, c'était très bien dit par Alexis et par Thomas. Très important, effectivement, l'analyse du sol, l'eau, voilà, l'accès à l'eau. C'est vrai que c'est peut-être pas évident vis-à-vis d'un propriétaire avant d'acquérir, lui dire je veux avoir accès au terrain pour analyser s'il y a l'eau, si le sol est bon, mais pourtant ça va être le départ. Si le sol n'est pas bon, s'il n'y a pas d'eau, vous pourrez pas produire. Donc j'ai vu le nombre de légumes. La formation, effectivement, mais oui, c'est avoir un minimum de 6 mois pour connaître un circuit culturel, c'est important. Voilà. Il y a des personnes qui se rendent compte aussi qu'elles ne sont pas faites pour ça. On peut, c'est physique. Le maraîchage, on ne s'en rend pas compte, mais il faut effectivement se baisser. C'est compliqué, voilà. Mais on peut le faire. Mais la preuve, Benjamin. Et puis, effectivement, pour la DGA, ça a été dit aussi, oui, la philosophie de la DGA, c'est effectivement de compenser le revenu que vous n'avez pas la première année, mais quelque part, vous devez aussi effectivement la porter. Il y a cette PAC, alors si je ne me trompe pas, cette PAC spécifique, je crois que c'est pendant 5 ans. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas, on n'a pas tous les éléments. Ouais, je crois que c'est pendant 5 ans, mais ça permet effectivement de monter en puissance. Et après, pour la commercialisation, alors là, c'est très important aussi. Quand nous, banques, et j'associe mes homologues, Banque Populaire et Crédit Mutuel, quand on vous demande une étude de marché, c'est surtout pas pour vous embêter. Surtout pas. C'est parce qu'on sait que c'est compliqué de commercialiser. Donc, si vous avez bien préparé votre étude de marché, vos circuits de commercialisation, vous êtes allé voir les personnes, est-ce que vous êtes capable de me prendre de la marchandise? Alors, on ne vous dira pas forcément, je vous prends X centaines de kilos, mais au moins, vous vous assuriez que c'est possible. Il y a de la concurrence, effectivement, sur des marchés, c'est pas évident. Voilà. Il y a des marchés aujourd'hui qui sont saturés. Voilà. Mais il faut aussi savoir se vendre sur le marché. Est-ce que c'est si vous êtes en bio, est-ce que c'est un bio, est-ce que c'est un revendeur, est-ce que c'est, voilà, tout ça il faut l'analyser. Et il n'y a pas de raison. On regarde tous les projets. Il n'y a pas de raison que le vôtre ne fonctionne pas. C'était peut-être un petit peu long, mais c'est pas grave. Merci. Je repasse le micro. Merci Eric. Juste, on avait, Victoire, on avait un complément de questions sur la qualité de vie, on y reviendra après. Bon, merci Eric en tout cas pour cette intervention. Bon, grosso modo, quand la banque a parlé, quand ceux qui disent non, c'est plus facile. S'ils ont dit oui, les autres ils disent oui après. Victor, est-ce qu'on a une autre question? Oui, ma question, ça sera plus pour Monsieur Larieux concernant l'eau. En tant que, j'espère, futur installé, je voulais savoir quelles étaient les premières démarches à faire en fait auprès de vos services et qu'est-ce que vous proposez en fait pour jeunes agriculteurs, pour voir quel est l'accès à l'eau, comment évaluer le plan de financement d'une irrigation en fonction de ma production. Ok. Le mode de fonctionnement il est assez simple. En gros, vous nous téléphonez,
nous, il nous faut le site que vous voulez acheter, on sait garder notre langue, si c'est pas acheté, ne vous inquiétez pas. Et à partir de ça, on étudie s'il y en a de l'eau dessous, s'il y en a de l'eau sur le côté, au niveau technique, et après on vous dit au niveau réglementaire qu'est-ce que ça engendre et quel est le timing, sur quel coup on part, voilà. Benjamin, quand il s'est installé, il nous a appelé. Et on a regardé point par point. Et c'est vraiment, c'est gratuit. Voilà. Il y a 2 personnes qui travaillent sur ça à la chambre tout le temps. Et c'est vraiment important parce que je vous donne un exemple. Souvent les propriétaires ils vendent et ils vous disent bah, c'est bon, moi j'étais autorisé. Vous ne basez pas trop que sur ça. Parce que quand vous commencez à demander des papiers, il faut qu'il y ait une petite Marianne en haut, sinon ça ne veut pas dire grand chose. Et après, pour info, on a des fois des documents avec la Marianne, c'est-à-dire l'ancien propriétaire il iriait. Et aujourd'hui, quand on demande à faire suivre cette autorisation au nouveau, le code de l'environnement plus l'évolution des choses font qu'on ne nous l'accepte pas. Ça a été le cas de Benjamin. Benjamin, avant, l'irrigant, il utilisait la petite rivière. On nous a dit qu'on n'en avait plus droit. Donc c'est vraiment... Et là, je vous dis, avec une carte, on a le support pour travailler. Après, vous avez notre téléphone portable et en avant. J'avais une question à poser, une question particulière et un peu générale aussi. C'est au niveau de la gestion des déchets. Donc le maraîchage, c'est une activité avec des denrées périssables. Et donc comment ça se gère ces denrées périssables? À la fois les invendus, à la fois, je ne sais pas, les surproductions, les choses, etc. Qu'est-ce que vous en faites des déchets? Est-ce que vous réussissez à valoriser? Faire des choses, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Et du coup, tout premièrement, les invendus, moi je dis, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous, on vend des légumes tous les jours et on fait des récoltes à peu près tous les jours. Du coup, quand il reste des invendus d'une journée, en général, ça part le lendemain. Et quand bien même si ça part pas, mais c'est très rare, on a très peu de pertes, les légumes qui sont abîmés ou pas bien calibrés, etc. Moi, j'ai des animaux sur la ferme, notamment des cochons, qui se chargent de manger tous ces restes. Et après, je sais qu'il y a de plus en plus d'associations, et je sais que je crois que c'est BSA qui fait ça avec certains de ses étudiants qui travaillent pour organiser une récolte de légumes périmés pour pouvoir les revaloriser, alors ça je sais pas après comment, mais en tout cas essayer de travailler sur la récupération des légumes qui peuvent être périmés et invendables en grande et moyenne surface, en magasin pour les valoriser, ne serait-ce que dans les Réseaux du Cœur, tout ça, enfin les comment ça s'appelle, les associations, voilà, je sais que ça se fait. Et il y en a qui font le choix au bout de quelques années de faire de la transformation à la ferme, c'est-à-dire que par exemple à la saison des tomates où il y en a énormément, vont faire des concentrés de tomates ou des confitures ou des plats en sauce. Il faut qu'ils stérilisent. Et là aussi, la région vous accompagne avec un outil qui s'appelle aide à la transformation. Et comme ça, il n'y a aucune perte et ça fait produit d'appel pour les fortes saisons, pour l'hiver. Ça se fait beaucoup aussi maintenant dans l'asperge du Blayet. Voilà. Ils les mettent à conserve et après les vendent aux particuliers. Bonjour. Oui, je me demandais, est-ce que vous pensez que vos connaissances agronomiques ont été essentielles pour mener à bien votre production? Et j'avais une autre question du coup par rapport au conseil technique, c'est comment ça fonctionne? On vous appelle et vous venez pour une production et voilà. Alors oui, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Du coup, effectivement, les connaissances agronomiques, et enfin pas seulement agronomiques, mais toutes les connaissances qu'on peut emmagasiner, qu'on a pu emmagasiner, que ce soit en travaillant chez un maraîcher ou lors de votre cursus étudiant ou scolaire, bien sûr que ça sert, ça c'est inévitable. Et oui, donc ça m'a beaucoup aidé. Surtout, et surtout quand on fait du bio, c'est quelque chose de très technique aussi. Et j'aurais tendance à dire de se méfier aussi de toutes les vidéos que vous allez pouvoir voir sur YouTube.
Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quand même des systèmes qui sont relativement nouveaux et qui ne sont pas forcément représentatifs de la réalité, quoi. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui souhaitent s'installer actuellement partent sur ce type de projet qui sont très intéressants, ça c'est sûr, c'est très intéressant. Mais je pense qu'il faut tout d'abord s'installer sur un projet qui est bien référencé, bien connu, et commencer à développer toutes ces nouvelles techniques et notions que je vais pas développer. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même commencer sur un projet qui est bien reconnu. Je vais répondre à la deuxième partie. Le conseil, oui, c'est ça, on appelle. Soit on a mon numéro directement, soit on appelle la chambre, soit c'est via le point accueil installation qu'on récupère mon numéro et on m'appelle et on me demande des conseils. Alors, ça coûte de l'argent? Comment? Ça coûte de l'argent? Alors, oui. On va dire que ça va dépendre. C'est-à-dire que si c'est un conseil, un coup comme ça, parce qu'il y a un petit problème et qu'on se pose la question, non, je suis quelqu'un de très gentil qui au téléphone va vous répondre, qui va venir vous rencontrer une fois s'il y a besoin. Après, si c'est un besoin de conseil sur l'ensemble de la saison, oui, ça devient un conseil payant. Merci. Comment? Mais indépendant, oui, voilà, oui, après complètement indépendant. En soi, on aide tout type de maraîcher, quel qu'il soit, 5 hectares, 1 hectare, 5000 m², comme on disait tout à l'heure, serre chauffée, serre pas chauffée, tout le monde, c'est bio, non bio, enfin bref, tout le monde et n'importe qui fait du maraîchage. Juste, je voulais rajouter un point par rapport au conseil. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et j'aurais dû en parler quand je répondais à la dame. Il y a aussi des ateliers de l'installation qui sont gérés par Léonore Dali à la Chambre d'agriculture. En gros, quand vous avez un sujet qui vous intéresse, installer un maraîchage ou avoir accès à l'eau pour l'irrigation, elle vous inscrit sur une liste. Et nous, c'est pratique parce qu'on vient dans une salle, il y a 20 personnes qui sont prêtes à s'installer et qui veulent l'eau. Enfin, moi, je parle pour mon cas. Et là, au moins, on explique la réglementation. Et après, comme ça, on ira précisément sur vos projets directement, mais vous comprendrez le cadre. Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter parce que nous, on trouve que c'est très utile pour envoyer une information à beaucoup de monde dans pas longtemps. Pareil pour Alexis. Bonjour, j'avais une question un peu plus terre à terre, juste sur l'installation. Donc futur installant, et peut-être que certains sont comme moi un peu plus manuels qu'administratifs. Et j'ai l'impression que quand on va s'installer, on va se confronter à une montagne administrative pour aller chercher toutes ces aides et tout ce qui en découle de l'installation. Est-ce que tu as été accompagné pendant ces premiers mois d'installation et est-ce que tu as eu une manière peut-être personnalisée de t'organiser par rapport à tout ça? Alors oui, j'ai été accompagné par Olivier Chapouli qui m'a très bien accompagné. Par contre après, c'est quand même assez compliqué. C'est vrai quand on débarque, ça c'est la seule chose que je maîtrisais vraiment pas du tout. C'était tout l'administratif préalable à l'installation et ça, en fait on découvre pas à pas, il faut pas avoir peur non plus. Tout n'arrive pas d'un coup. Et mine de rien, avec le stage 21h, etc., enfin, la chambre quand même d'agriculture nous guide. Et tout, voilà, c'est une installation, ça se fait pas à pas et il faut compter environ 1 an afin de pouvoir lancer son projet, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Et vous avez parlé de couveuse agricole, donc c'est un peu le même sujet, est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'une couveuse? Voilà, qu'est-ce qu'une couveuse? On parlait d'accompagnement pour démarrer. J'imagine que donc c'est une structure d'accompagnement. Ouais, vous avez été évoqué sans que ce soit développé. Oui, alors c'est des structures, d'accord. Je ne suis pas un spécialiste dans qu'est-ce qu'une couveuse. Les couveuses m'appellent pour aider leur couver, mais je ne sais pas. Je ne vais pas pouvoir trop dire comment exactement ça marche, mais de ce que je sais et de ce que je vois, c'est des structures qui, comme il peut y avoir pour les startups et tout ça, des fois, qui vont accueillir des personnes, soit des fois sur leur propre terrain,
à ces personnes, soit sur des terrains qui appartiennent à la couveuse, pour que ces personnes s'essayent au métier du maraîchage pendant, alors ça dépend des couveuses, je sais que ça peut aller jusqu'à 3 ans en couveuse. Après le système un peu juridique et économique, je ne pourrais pas trop vous dire. Alors j'en ai un j'ai un maraîcher que je suis qui a fait ce système de couveuse, qui expliquait par exemple qu'il a pu développer tout son système de vente, et du coup pendant ces 2 ans je crois qu'il a fait, sur son nom, et il l'a gardé. Donc c'est-à-dire que ces 2 ans où il s'est essayé, il a créé une clientèle, voilà, qu'il a gardé pour quand il s'est installé. Donc déjà ça fait qu'on crée une clientèle en amont. Certains achats de matériel sont aidés, ou enfin je sais plus comment ça marche exactement, mais il y a des points sur l'aide, ça aide à l'achat de matériel. Voilà, c'est lancer quelqu'un pour qu'il s'essaye au maraîchage. Et je crois qu'Éléonore va compléter. Je peux préciser des choses par rapport à la couveuse. Donc la couveuse, c'est un espace test en fait. Couveuse agricole ou espace test agricole, c'est la même chose. Vous n'êtes pas considéré comme installé quand vous êtes en espace test agricole. Vous êtes hébergé, donc vous avez une entreprise qui a un numéro sirène-sirette qui vous héberge. D'accord? Et pendant cet espace test, vous êtes en contrat CAP, ce qu'on appelle. Et c'est effectivement des contrats d'1 an, renouvelables, maximum pendant 3 ans. Donc, généralement, cet espace test met à disposition l'outil de production, des serres, l'accès à l'eau, du matériel, et vous vous engagez à travailler comme si c'était votre propre entreprise pour développer votre activité, acquérir un réseau de commercialisation, etc., durant le temps qui vous va bien, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et à la sortie de cet espace test, à ce moment-là, vous vous installez. Durant ce temps d'espace test, il est possible effectivement d'acquérir du matériel personnellement. Vous pourrez ensuite amener sur votre exploitation quand vous allez vous installer. On peut leur acheter aussi le matériel qui a été acheté par la couveuse, je crois qu'ils peuvent leur... Ça dépend après du système de l'espace test et de l'entreprise qui... non, mais c'est pour dire que des fois, la couveuse aide à acheter du coup, parce que c'est elle qui l'achète, c'est derrière la personne ayant créé un réseau de commercialisation, c'est fait de l'argent, et peut éventuellement du coup se permettre de racheter ce matériel qui techniquement n'était pas à lui. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de CUMA en maraîchage. C'est vrai, puisque à ma connaissance, il n'y en a qu'une en Gironde. Et donc nous, à la Fédération des CUMA, on aimerait bien accompagner la création de CUMA sur le maraîchage. Et donc ma question, ce serait, selon vous, quel type de matériel pourrait être mis en CUMA en maraîchage? Est-ce que vous avez des idées ou... Selon moi, ça va être tout le matériel qui peut nous aider au désherbage, par exemple, donc tout ce qui va être bineuse, etc. Tout ce qui va être assistance à la récolte ou des récolteuses, tout simplement, une arracheuse à pommes de terre, une récolteuse, une lame souleveuse, etc. Des outils pour travailler le sol aussi, bien sûr, ça c'est très important. Voilà, ça dépend après les itinéraires choisis, mais en général on a quand même besoin de travailler le sol un minimum, donc tout ce qui va être chisel, etc. Enfin voilà. Donc tous les outils pour travailler le sol, pour récolter des légumes. Pour les planteuses, ça c'est quelque chose de très important aussi. Et voilà, puis après il y a du petit matériel, mais je pense que ça, chacun peut en avoir directement sur l'exploitation. Alors vous étiez inquiet pour l'administratif, en tout cas au départ, au moment où on vous accompagne, vous vous installez, notre métier c'est de vous accompagner sur tout l'administratif. Vous allez travailler sur l'étude de marché, vos besoins d'investissement, votre calendrier de culture, la main-d'œuvre. Mais l'administratif, on est là pour vous accompagner. Et ensuite, vous allez être accompagné par votre comptable. Si vous êtes en société, il y aura le juriste. Le social, il y a des organismes. Vous, votre gros du travail, ça va être de faire un budget de trésorerie
et de le suivre. Et les banquiers vont vous demander, c'est un élément très important. Mais le gros administratif, c'est juste au départ. Après, c'est un peu plus calme, hein, c'est un peu plus calme. Alors moi, je vais compléter parce qu'en plus d'être administrateur au GIA, ben, je suis agriculteur, éleveur de vaches laitières et producteur de grande culture. Je suis installé depuis 2 ans et l'administratif, ça reste un problème, et pas que dans n'importe quelle production, parce qu'une fois qu'on est en route, ben, il y a le travail du quotidien. Il faut gérer toute la paperasse, les mots de passe sur Internet, parce que maintenant c'est aussi chaque serveur a son mot de passe, mais je pense que Benjamin est la même que moi. Voilà, ça reste, on est en France, donc là il n'y a pas de, ça change pas d'un domaine à l'autre, c'est très lourd, enfin pour moi je le vis mal personnellement, parce que c'est pénible, bon, on est tout le temps en train de faire des papiers, de chercher des mots de passe, des machins. Alors, voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Benjamin. Moi, je vais revenir sur la question du cumin, parce que je viens d'en penser à une. Aussi, des fois, tout ce qui va être épandeur. Alors, du coup, gros épandeur, ça peut être facile de choper dans des cumas dans le futur, mais petits épandeurs aussi, pour passer sous les serres. Voilà, c'est ça. Bonjour, moi j'aimerais savoir, Benjamin, quelle structure juridique tu as choisi? Moi j'ai choisi une EARL. Et pourquoi? C'est une très bonne question. Comment Est-ce que vous êtes tout seul je vais me faire aider pour répondre à la question. Alors, le l'EARL, l'avantage de l'EARL, c'est qu'on peut être tout seul. C'est une forme juridique, on peut être tout seul. Alors, je ne sais pas s'il est tout seul comme associé, et voilà. Après, sinon, c'est SCEA égale qu'en agriculture. Dans une EARL, on peut avoir un autre associé, mais s'il n'est pas exploitant, il doit avoir moins de 50% des parts. La formule juridique va être liée, si on est plusieurs à travailler, on n'a pas le choix, on est obligé de créer une société. Là, il s'est installé un EARL, parce que comme ça, elle est faite, et à l'avenir, s'il veut s'agrandir ou impliquer d'autres personnes, la structure est faite, il gardera tous ses identifiants, ça lui simplifiera la vie. Mais on peut s'installer en individuel, au réel, ou au micro-BA, c'est deux formes de fiscalité différentes. Et s'il est tout seul dans la société, il a 100% du résultat, la MSA c'est sur 100% de son résultat. Et l'abattement fiscal GIA est sur 100% de ses revenus de l'agriculteur. Juste pour rebondir, du coup, tu n'as pas fait le choix de l'associer avec un GFA? Comme tu disais tout à l'heure que tu avais ta maison et tes terres. Oui, j'avais vaguement entendu parler du GFA à l'époque de mon installation, mais puis après tout s'est précipité et clairement non, j'ai pas creusé sur le sujet. Donc ouais, aussi. Après pour le GFA, il faut être 2 associés minimum. Et donc s'il est acheté seul, du coup il ne peut pas constituer le GFA. Le but du GFA, c'est principalement de gérer des indivisions, voilà, notamment dans le cas de succession ou dans le cas d'investissement. Est-ce que vous avez laissé de la place au financement participatif, au crowdfunding, les plateformes comme Mimosa ou autres? Eh bien, j'y ai songé, mais comme je le répète, tout s'est précipité. Et par manque de temps, etc., parce qu'on doit gérer quand même beaucoup de choses quand on s'installe. Alors j'y ai pensé, et puis en contrepartie, alors c'est très bien, Mimosa par exemple, je pense à ça. Mais en contrepartie, de toute façon, on doit donner par exemple, dans mon cas, un panier de légumes, voilà, etc. Bon, ça c'était pas le problème, mais c'était les démarches encore administratives en plus que ça représentait. Voilà. Donc j'ai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais terminer alors. Question pour Benjamin toujours, et peut-être complétée par Alexis, concernant la qualité de vie au travail. Alors toi, c'est vrai que tu as des salariés, donc
contexte est peut-être un peu différent. On parlait tout à l'heure de rotation des cultures, donc je suppose qu'il y a une astreinte qui est journalière. Est-ce que tu arrives à dégager un petit peu de temps pour te reposer? Alors je ne sais pas si tu as des enfants, c'est pas le cas, mais est-ce que tu t'es projeté sur le futur? Est-ce que il y a une organisation qui est envisageable pour toi pour pouvoir prendre quelques jours de vacances, par exemple? Et moi, le problème, c'est que je suis pas tellement une référence, puisque, par exemple, je suis là, actuellement, et ce sont des employés qui travaillent. Et oui, j'arrive à me prendre, moi j'ai tous mes week-ends. Et puis des vacances, alors c'était ma première année, j'ai pas pris de vacances depuis que je me suis installé, mais je pars la semaine prochaine en vacances. Voilà. Donc j'arrive à me dégager du temps, et en plus de ça, bon après je compte pas mes heures, il faut savoir qu'en été, moi ça m'est arrivé de travailler 80-90 heures par semaine. C'est pour ça que je parle de qualité de vie. Bien sûr. Ça peut être compliqué, hein, notamment quand il fallait irriguer les cultures, et même si l'été était pluvieux, il fallait quand même, il y a des moments où ça a été sec. Et il y a des soirs où je finissais à 22h30, 23h, donc j'allais en pleine nuit, surtout j'avais des problèmes avec l'eau, donc je devais creuser à la pelle pour essayer de dériver un peu, enfin creuser dans mon trou. Bref. Mais mis à part ça, moi c'est un métier aussi de passion, et j'ai pas l'impression de réellement travailler tout le temps. Donc je me sens quand même libre et heureux, quoi. Donc, Et tu débutes, c'est un dur. Et quand tu dis je prends tous mes week-ends, comment? Quand tu dis je prends tous mes week-ends, c'est parce que il n'y a pas besoin de travailler le week-end, ou parce qu'il y a une rotation avec les salariés? Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Je prends tous mes week-ends, c'est un peu exagéré, hein, j'exagère un peu. Mais la plupart de mes week-ends, moi je les ai, puisque en fait, si vous voulez, on a un marché seulement pour l'instant. Et on a une boutique à la ferme, donc on est ouvert le samedi à la boutique, et le marché c'est le week-end aussi. Et on essaie de tourner en fait on est quand même 3, donc voilà, ça fait quand même, on arrive à avoir les week-ends. Tu as des bras droits. Voilà. Et Alexis, juste pour compléter, quand on parle d'échecs, de quelques échecs dans le domaine du maraîchage, est-ce que le fait, on disait Benjamin il a des salariés, beaucoup de maraîchers s'installent, ils sont seuls. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas justement de main-d'œuvre d'appoint pour prendre un peu de recul qui fait qu'ils sont découragés, et en dehors des problèmes économiques, hein, je veux dire, ça peut être aussi un facteur, le manque de main-d'œuvre, le manque de bras, l'épuisement, le fait de ne pas pouvoir avoir du repos comme les autres catégories socio-professionnelles. Est-ce que c'est une des raisons qui fait qu'on a envie d'arrêter? Ou est-ce que ce ne sont que des raisons économiques? Je vais répondre parce que Olivier Chapouli nous a donné, il n'a pas pu venir parce qu'il avait des symptômes du Covid aujourd'hui, donc il nous avait donné des éléments de réponse par rapport à ça au niveau de l'étude qui avait été faite entre 2008 et 2015, des échecs des installations, et il y avait un peu pour moitié-moitié, c'était d'une part, enfin c'était une moitié des gens qui avaient fait échec pour la pénibilité du travail qui était sous-anticipée, et l'autre moitié pour des non-atteintes de revenus disponibles, ou du moins non-atteintes de chiffre d'affaires. Alors finalement, c'est peut-être un peu intimement lié l'un et l'autre, puisque si on n'a pas anticipé le besoin physique du travail, du coup on n'a pas les bonnes récoltes, et donc si on récolte 50 salades au lieu de 100, du coup ça entraîne aussi de la baisse du revenu, donc tout ça est un petit peu lié, mais Alexis, tu veux compléter? Oui, c'est complètement lié, mais après, oui, je me suis peu perdu, je repense à votre question, j'essaie de la remettre en tête. J'ai beaucoup de maraîchers qui sont comme Benjamin en fait, qui vont en fait l'été bosser 80-90 heures semaine, mais qui malgré tout arrivent à avoir 1-2 semaines de vacances quand même de temps en temps dans l'année. Bon, bien sûr, ils les prennent plutôt en cette période-là, en ce moment, qu'en plein milieu de l'été, mais il m'arrive d'avoir des maraîchers qui prennent une semaine quand même l'été, parce qu'en plus il y a des aides, pour remplacer le maraîcher pendant une semaine. Je travaille au service de remplacement. Voilà, enchanté. C'est ça. Non, mais du coup, il y a des gens qui
y a des gens qui arrivent à avoir une qualité de vie acceptable. Mais si on parle des échecs et des marchés qui... Ce que je veux dire, c'est que ça sous-entend que derrière, si vous faites une semaine en période de pointe, ils auront un droit, un second qui arrive à gérer et assurer la continuité des travaux sur l'exploitation. Et ça, c'est hyper important. Ah oui, il faut quelqu'un. Et de toute façon, c'est simple. Ceux qui sont partis en vacances en été, il y a 2 ans, en pleine sécheresse, ceux qui avaient des employés très très compétents n'ont pas eu ce problème. Et ceux qui ont dit j'ai une stagiaire, j'ai un alternant à qui j'ai dit si tu pouvais juste faire les récoltes, bah il y a des problèmes. Il y a des pertes, il y a des soucis. Après, je comprends la question. L'intervention du service de remplacement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ouvriers au service de remplacement qui interviennent sur les structures maraîchères, mais c'est toujours pareil, c'est un coût. Pour financer ce coût, il faut une certaine rentabilité et c'est toujours du chiffre d'affaires. Oui, effectivement, il y a l'histoire du coût, mais je veux dire, c'est peut-être le fait que un budget main-d'œuvre n'ait pas été intégré dans le PDE que justement ça crée des problématiques par la suite. Là, on parle de congé de qualité de vie, mais ça peut être le pépin, le coup dur, où on peut être immobilisé pendant une semaine ou 2 et l'exploitation est mise à péril parce qu'il n'y a personne pour assurer la continuité des travaux. Voilà, c'est ça. Bon, je vois que Victor en fait des signes, ça va être le moment pour nous de conclure cette table ronde avant de passer à la remise des prix. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation, votre implication, votre attention. Merci à Sylvie, merci à Thomas, merci à Benjamin de nous avoir fait partager ton expérience. Et puis bonne route à toi et à bientôt.